Quand la science tente de répondre à la question « Qui suis-je » ou « Qui sommes-nous ?», elle nous dit que pour répondre à cette question, il faut d'abord répondre à 6 sous-questions, que l'on appelle les éternelles questions de la vie. On les appelle éternelles car ce sont des questions que chaque civilisation s'est posées depuis l'invention de l'écriture pour comprendre la vie. 6 sous-questions donc, et selon la science, si nous pouvons répondre à ces 6 questions, nous pouvons alors répondre à la grande question « Qui sommes-nous » Bonjour, je m'appelle Greg Braden et je vous souhaite la bienvenue pour la 2e vidéo de cette série. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré une très grande question. C'était une question simple. Qui suis-je ? Nous sommes nombreux dans ce monde. La question devient donc « Qui sommes-nous » Pendant 5000 ans, ceux qui nous ont précédés, nos ancêtres indigènes, ont répondu à cette question d'une manière qui avait un sens pour eux. Ce n'était pas scientifique, mais cela leur convenait. Cela les aidait à améliorer leur vie, à avoir des familles plus fortes et des communautés plus fortes, plus saines. Nous vivons dans le monde moderne, en Occident, dans le monde de la science. La science n'a que 300 ans. Depuis 300 ans, la science pose cette même question. Qui suis-je en tant qu'individu et qui sommes-nous collectivement ? La science a développé une histoire basée sur ce que les scientifiques ont considéré comme la vérité au cours de ces 300 dernières années. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que de nouvelles découvertes avaient bouleversé 150 ans de cette pensée, 150 années de l'histoire scientifique. Une nouvelle histoire est en train d'émerger, une histoire à propos de vous et moi, une nouvelle compréhension de qui nous sommes et de notre rapport au monde. Et c'est de cela dont je veux vous parler. Je vais donc vous inviter, sur le tableau blanc de votre esprit, à visualiser une pyramide inversée, la tête en bas, c'est-à-dire pointant vers le bas. Et c'est là que nous allons commencer à nous poser la question la plus fondamentale des 6. Puis je passerai rapidement en revue les questions suivantes en montant jusqu'au sommet de la pyramide. La première question au bas de la pyramide est: quelles sont les origines de la vie ? D'où vient la vie ? C'est la première question. Deuxième question, quelles sont les origines de la vie humaine ? Car la vie humaine n'a peut-être pas les mêmes origines que les autres formes de vie. C'est une question intéressante. Nous allons en parler dans quelques minutes. Troisième question, quel est notre rapport au corps ? Sommes-nous séparés de notre corps ? Sommes-nous incapables d'avoir une influence sur le bien-être et la guérison de notre corps ? Ou se passe-t-il autre chose ? Question suivante, quel est notre rapport au monde au-delà de notre corps ? C'est similaire à la question précédente, mais il s'agit de nous et de notre rapport au monde extérieur. Sommes-nous reliés à ce monde ou sommes-nous à part et incapables d'avoir une influence sur les circonstances de notre vie ? Les choses arrivent-elles sans raison ? Question suivante, quel est notre rapport au passé ? Avons-nous un rapport linéaire à la civilisation ? Autrement dit, est-ce que cela n'est arrivé qu'une fois ? La civilisation a-t-elle commencé il y a 5000 ans, comme on nous l'a appris à l'école depuis 150 ans ? Avec une progression linéaire conduisant à l'apogée de la sophistication qui est notre monde d'aujourd'hui. Est-ce vraiment cela la civilisation ou est-ce plus que cela ? La dernière question, c'est quel est notre rapport à la nature ? Quelle est la règle fondamentale du monde de la nature ? Voilà les questions que la science utilise pour répondre à la question « Qui suis-je » ? Si vous êtes allé à l'école en Occident comme moi, et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre nous, depuis 150 ans, nous baignons dans cette histoire scientifique. C'est une histoire de séparation, de compétition et de conflit. Cette histoire nous dit qu'au bas de la pyramide, aux origines de la vie, tout est dû au hasard. Nous savons maintenant que les preuves matérielles ne corroborent pas cela. Les origines de la vie humaine. Quelles sont les origines de la vie humaine ? On nous a dit que tout s'était produit au hasard, en se servant de la théorie de l'évolution pour justifier cela. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette théorie ne corrobore plus ces idées sur les origines de la vie humaine. Je veux être très clair sur ce point. L'évolution est un fait pour certaines formes de vie. En tant que géologue, je le vois, mais en ce qui concerne l'homme, les preuves ne sont pas là, et nous allons approfondir ce point dans un moment. Question suivante, quel est notre rapport au corps ? On nous a appris que l'esprit est séparé du corps et que nous sommes impuissants quand il s'agit de guérir et d'avoir une influence sur ce qui se passe dans notre corps.
Question suivante, quel est notre rapport au monde qui nous entoure? On nous a appris que nous sommes séparés du monde qui nous entoure et que nous sommes impuissants quand il s'agit d'influencer les événements de la vie dans le monde qui nous entoure. Question suivante, on nous a appris depuis 150 ans que la civilisation était linéaire. La civilisation est née une seule fois, il y a 5500 ans, au temps de la Sumer antique. Et il y a depuis une progression linéaire. C'est ce que l'on nous a appris, une évolution au fil du temps pour parvenir à la sophistication que nous voyons aujourd'hui. Dernière question, en 1859, Charles Darwin a publié un livre intitulé L'origine des espèces. Et dans ce livre, il définit ce que nous croyons désormais être la règle fondamentale de la nature, c'est-à-dire la règle de la survie du plus fort. Et ce sont les mots qu'utilise Darwin dans son texte, la survie du plus fort, pour dire que la nature est basée sur ce modèle de compétition et de conflit. Donc, dans votre tête, si vous pouvez visualiser cela, dans la pyramide sur le côté gauche, si vous prenez des notes tout en haut de la pyramide, notez « hypothèse scientifique fausse », puis barré d'un gros X, toutes les choses dont je viens de vous parler, car cela a désormais été vérifié par la science. Ce n'est ni mon opinion, ni ma théorie. Ce n'est pas mon hypothèse, ce n'est pas l'histoire de Greg. Des études scientifiques validées ont désormais rejeté toutes ces idées, toutes ces croyances qu'on nous a inculquées. L'histoire que nous avons apprise, vous et moi. Mais voilà le problème. Il y a une certaine réticence et je crois qu'on peut dire que souvent il y a une résistance de la part des médias grand public à partager les nouvelles découvertes dans les classes de l'école publique, dans les manuels scolaires et les documentaires de la télévision publique. Nous nous accrochons, pas vous et moi, mais les universitaires s'accrochent à l'histoire d'antan. Les nouvelles découvertes ont désormais prouvé que toutes ces idées étaient fausses et je vais vous en parler tout de suite. Dans votre tête, visualisez la pyramide inversée en commençant par le bas, les origines de la vie. Nous savons que la vie n'est pas apparue par hasard. Les origines de la vie humaine ne sont pas dues au hasard. Notre ADN nous le dit. Pour ce qui est de notre rapport au corps, nous savons que nous sommes profondément connectés à notre corps. Les pensées, les sentiments, les émotions, les croyances déclenchent des réactions chimiques dans notre cœur et notre cerveau qui sont diffusées dans le corps et ces émotions se basent sur la manière dont nous ressentons, sur notre perception et notre réponse à ce qui se passe dans notre vie et dans le monde. Question suivante, notre rapport au monde au-delà du corps. Nous savons désormais que nous sommes profondément liés au monde au-delà de notre corps, et c'est la science qui nous le dit. Je vous le dis, ce n'est plus une question dans le monde scientifique de savoir si, oui ou non, nous sommes liés les uns aux autres et à toute chose. La physique quantique a montré que ce lien existait. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'intensité de ce lien? Quelle influence avons-nous vraiment quand il s'agit de notre rapport au monde qui nous entoure? Voilà ce que nous allons explorer dans cette série. Et la question de la civilisation, est-elle linéaire? Les nouvelles découvertes nous disent désormais que la civilisation est cyclique. Nous vivons dans le cycle de 5000 ans le plus récent de la civilisation, qui a commencé il y a 5500 ans dans la Sumer antique. Mais les études archéologiques, et ce sont des études validées par des pairs, reconnues dans le monde scientifique, nous disent maintenant qu'il y a eu un cycle avant celui-ci, un autre cycle de 5000 ans. Et il y a probablement eu un autre cycle plus ancien, qui repousse la date des civilisations avancées sur le plan technologique à la dernière ère glaciaire et même avant. On parle donc d'il y a 12 000 à 15 000 ans. Des civilisations avancées sur le plan technologique existaient à l'époque. Dernière question, et c'est une question très puissante. Quelle est la règle fondamentale de la nature? On nous a appris que la règle fondamentale était la compétition et le conflit. Le meilleur de la science du XXe et début du XXIe siècle nous dit que même si la compétition existe, et c'est certain, on le constate, la nature est basée sur un modèle de coopération et sur ce que les biologistes appellent le mutualisme. Et en ce qui concerne la compétition et le conflit, il nous indique à quel point nous nous sommes éloignés de l'ordre naturel, des vérités profonde de la nature. Quand on réfléchit à tout cela, la pyramide devient l'objectif par lequel on perçoit, par lequel on peut répondre à la question « Qui suis-je » Et quand on commence à se percevoir comme étant connecté aux autres, à notre corps et au monde, dans un monde de coopération, vivant dans une civilisation cyclique qui a une histoire dont on peut apprendre, cela change tout. Cela change tout.
Par exemple, je vais maintenant me concentrer sur un de ces éléments qui est pour moi tellement puissant et qui fait une telle différence dans notre vie, c'est cette idée d'évolution, de savoir d'où on vient. On nous a appris depuis 1859, depuis que Darwin a publié son livre L'origine des espèces, que nous sommes le produit d'un long parcours d'évolution qui s'est produit à travers diverses mutations dues au hasard. Quand les mutations nous servent, nous les gardons, et quand elles ne nous servent pas, nous les jetons. Mais les preuves matérielles ne corroborent pas cela. L'ADN ne le confirme pas. Je vais aller droit au but. Les êtres humains modernes, c'est-à-dire nous, sont apparus sur Terre il y a 200 000 ans. Nous ne savons pas comment, ni où, ni pourquoi nous sommes apparus. Il semble qu'il n'y ait aucun parcours évolutif menant à notre apparition. Nous sommes arrivés intacts, tels que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes arrivés tout à coup, avec un cerveau 50% plus gros que les autres primates, un système nerveux sophistiqué, une capacité de langage sophistiquée, une capacité d'accéder au monde avec nos mains, grâce à nos pouces opposables et notre index. Et voici la clé. Nous sommes arrivés avec un accès, la capacité d'accéder intentionnellement à un vaste réseau de neurones, d'une manière qui ne ressemble à aucune autre forme de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous et moi? Voilà où je veux en venir. Un vaste réseau de neurones. En 1991, les scientifiques ont découvert dans le cœur humain 40 000 cellules spécialisées. On les appelle neurites sensorielles. Ce sont des cellules spécialisées qui sont comme des cellules du cerveau, mais elles ne se trouvent pas dans notre tête. Elles sont dans notre cœur. Et leur concentration est telle qu'on appelle cela le petit cerveau du cœur. Voici pourquoi c'est important. Ces neurites sensorielles, qu'on a seulement découvert en 1991, l'article a été publié en 1994, ce qui est très récent. Ces cellules spécialisées pensent indépendamment des neurones de notre cerveau. Ces cellules spécialisées dans notre cœur ont une mémoire indépendante du cerveau qui est dans notre tête. Elles apprennent indépendamment du cerveau qui est dans notre tête. Nous avons tous appris à penser, à ressentir et à nous souvenir dans notre cerveau crânien. Mais notre cœur, savez-vous accéder au langage de votre cœur pour puiser dans la sagesse de votre cœur, dans l'intuition de votre cœur? Savez-vous ce qu'est ce langage? C'est là que la beauté de ces découvertes apparaît. Car quand j'étais à l'école, on m'a appris que le cerveau était l'organe maître du corps. Et vous avez dû apprendre la même chose. Et le cerveau est important, c'est vrai. Mais on sait désormais que le cerveau reçoit un grand nombre d'instructions du cœur qui lui dit ce qu'il faut faire. Le cœur envoie des signaux au cerveau et le cerveau répond ensuite à ces signaux. C'est là que cela devient vraiment intéressant, car nous savons qu'on peut fonctionner avec le cerveau. On peut penser, apprendre et avoir une mémoire uniquement avec le cerveau. Mais il y a des cultures et des traditions qui ont appris à faire le contraire. Et dès la naissance, ils pensent, apprennent, se souviennent et interprètent le monde extérieur avec leur cœur. Ensuite seulement ils apprennent à interpréter le monde avec le cerveau. Nous pouvons bénéficier des deux. Nous pouvons harmoniser notre cœur avec notre cerveau. Nous pouvons régler notre système nerveux, notre cœur et notre cerveau. Accorder les neurites sensorielles de notre cœur aux neurones de notre cerveau. Il s'agit de deux organes différents. Je veux être très clair. Deux organes, un réseau de neurones puissants et forts. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous accordons notre cœur et notre cerveau, deux organes, un seul réseau de neurones puissants, nous nous ouvrons à ces expériences extraordinaires que nous connaissons à travers les moines, les nonnes, les abbés et les chamans, les traditions ancestrales et indigènes, les expériences qu'on considère souvent comme mystiques, réservées à ceux qui ont des aptitudes spéciales. Nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Il y a 200 000 ans, nous sommes apparus sur Terre, nous sommes apparus avec ces aptitudes. Elles ne sont pas développées lentement au cours d'une longue période comme un processus évolutif. Cela veut dire que nous sommes équipés, conçus pour vivre ces expériences et avoir la capacité de les utiliser dans notre vie de tous les jours. Ce que j'aimerais faire dans le temps qui nous reste, j'aimerais faire une expérience. L'expérience d'accéder au commencement,
à la porte qui conduit à toutes ces autres expériences. L'intuition profonde, l'accès à l'inconscient, la prémonition, toutes ces expériences proviennent de notre capacité à entrer dans notre cœur. Cela ne devrait pas nous surprendre, car c'est là que se trouvent ces neurites sensorielles. Si je vous invite à entrer dans votre cœur, savez-vous ce qu'il faut faire? Savez-vous comment le faire? Certains me regardent et me disent « Ne sois pas bête, Greg. Bien sûr que je sais comment entrer dans mon cœur. » Mais quand on les teste en laboratoire, on découvre la chose suivante. En Occident, nous avons été conditionnés, nous, le grand public. Nous sommes tellement conditionnés à vivre dans notre cerveau que lorsqu'on nous demande, lorsqu'on nous invite à entrer dans notre cœur, nous restons dans notre cerveau et nous imaginons ce qui se passerait si nous étions dans notre cœur, mais c'est le cerveau qui le fait. Pour moi, c'est l'avantage, c'est la force d'avoir passé du temps avec notre famille indigène et nos frères et sœurs dans ces monastères, ces couvents, dans les jungles du Yucatan et les montagnes des Andes, car ils se posent les mêmes questions et ils suivent le même processus que nous quand ils essayent d'accéder à leur cœur. Ils ont dû l'apprendre. On peut tirer des informations, des textes et des livres, mais rien ne remplace l'expérience d'être avec un chaman, un moine, une nonne, dans leur monastère, sur leur terre, chez eux, dans leur lieu sacré, les regarder droit dans les yeux et leur demander « Comment faites-vous? Comment entrez-vous dans votre cœur ?» Faisons-le. Profitons de cette opportunité, de ce moment intime, et commençons la première étape du processus qui ouvre la porte vers ces incroyables, puissante, extraordinaire expérience mystique. Entrons dans notre cœur. Je vais d'abord vous inviter à simplement fermer les yeux pour faire passer votre conscience du monde extérieur à votre monde intérieur. Et cela envoie un signal puissant à votre corps. C'est la première étape. Un signal très puissant indiquant que vous déplacez votre conscience, que vous entrez en vous. Je vous invite à déplacer votre centre d'attention de votre esprit vers votre cœur. C'est là que la perspective indigène est puissante. Car ce que nous dit notre famille indigène, c'est qu'on peut toucher son cœur légèrement, d'une manière qui nous met à l'aise. Cela peut être la paume ouverte, comme on le voit au Moyen-Orient ou dans les jungles du Yucatan, où les gens se disent bonjour de cette manière le matin. Les bouddhistes forment une mudra en joignant les mains. On appelle cela la mudra de la prière. Et c'est ainsi qu'ils touchent leur cœur. Beaucoup de gens prennent simplement leur index et touchent leur cœur. Voici l'élément clé et la raison pour laquelle on fait cela. Quand votre corps détecte une sensation, votre conscience se dirige automatiquement à cet endroit. Votre conscience se déplace là où vous ressentez cette sensation. Donc, lorsque vous touchez votre cœur, votre sternum, ici, votre conscience va droit vers votre cœur. C'est un des éléments essentiels dans les communautés indigènes pour entamer le processus d'entrer dans son cœur. Une fois que vous êtes dans votre cœur, commencez à respirer plus lentement que d'ordinaire. De la manière qui vous met à l'aise. Ce peut être toutes les 5 secondes. Inspirez, 5 secondes, expirez. Cet acte simple envoie un deuxième signal très puissant à votre corps. Car on ne peut ralentir sa respiration à une respiration toutes les 5 secondes que lorsque l'on est en sécurité ou dans un endroit qui nous donne une sensation de sécurité. Ce signal de sécurité que vous créez maintenant dans votre cœur se diffuse dans votre corps et change la chimie de votre corps. Nous allons parler de cela plus en détail dans cette série. Pour le moment, voici ce que nous avons fait. Nous avons déplacé notre conscience de l'esprit vers le cœur et nous respirons un peu plus lentement, comme si la respiration venait de notre cœur. Je vous donne un instant pour le faire. Je vais faire la même chose. Maintenant que vous êtes dans cet état, c'est le début. Il y a d'autres étapes, et je vais vous en parler dans les vidéos suivantes. Mais c'est ici que tout commence, car si nous ne parvenons pas à entrer dans notre cœur, les étapes suivantes n'auront pas le même impact. Une fois que vous êtes dans votre cœur, vous vous souvenez des neurites sensorielles qui pensent, ressentent et ont une mémoire qui leur est propre?
je vais vous inviter à poser une question à votre cœur. N'importe quelle question. Quelque chose que vous avez toujours voulu savoir, et chaque fois que vous posez la question à quelqu'un, on vous donne une réponse différente. Donc vous ne savez pas quelle est la bonne réponse. Et vous vous sentez tiraillé dans plusieurs directions, comme moi lorsque je m'apprêtais à quitter le monde de l'entreprise et que je ne savais pas quelle décision prendre. Quand j'étais dans mon cœur sur le mont Sinaï, comme je vous l'ai raconté dans la première vidéo, c'est ce qui se passait en moi. Vous avez maintenant l'occasion de le vivre. Votre cœur sait. Vous êtes dans votre cœur en ce moment même. Vous avez accès à 40 000 neurites sensorielles qui pensent, ressentent et se souviennent indépendamment des neurones du cerveau. Posez une question à votre cœur. Il ne met pas longtemps à répondre, car le cœur ne raconte pas d'histoire. Le cœur donne des réponses brèves et concises, sans émettre de jugement et sans peur. Des réponses qui sont profondes pour vous. Je veux vous demander, qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous ressenti quand vous avez déplacé votre conscience dans votre cœur? Quand vous avez commencé à respirer différemment? Quand vous avez fermé les yeux, qu'avez-vous ressenti? En quoi était-ce différent de votre monde quotidien? Ce sera important pour vous dans le reste de la série, car cela vous ouvre la porte. C'est un passage vers des possibilités extraordinaires. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui et de m'avoir permis de partager cette précieuse sagesse ancestrale indigène, cette connaissance profonde avec vous. À mesure que nous approfondissons le sujet, que se passera-t-il? Une fois dans notre cœur, comment ouvrir la porte qui mène aux aspects plus profonds de l'intuition? Qu'est-ce que cela veut dire dans notre vie quotidienne? Voilà où nous allons en venir. Dans la vidéo suivante, nous allons approfondir ces idées. Nous allons passer au niveau supérieur. J'ai hâte de vous retrouver. Merci beaucoup.